aussi dans un lieu un peu atypique, on parle un peu d'immobilier. Vous êtes dans un ancien bureau de poste, donc un activité industrielle qu'on a complètement transformé en actif tertiaire. Donc on est sur 2500 mètres carrés. Et donc on a ouvert il y a maintenant à peu près 1 an et demi. C'est notre dernier site parisien. Voilà. Et pour se présenter aussi, il y a Sophie qui aura un petit mot après. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Je suis directeur du développement et de l'immobilier de Tweet, avec une expérience auparavant chez Startway en tant que directeur associé de Gaël, puisque j'ai fondé Startway. Et puis auparavant aussi Multibureau, et MeTweet étant une fusion entre Startway et Multibureau. Et donc on va parler de robustesse et de performance. Et je trouve que moi, c'est au quotidien dans mon métier, qui est d'aller chercher des actifs à la fois pour le compte de propriétaires ou de gros utilisateurs, et ce qu'on appelle, nous, avec Jay, des actifs à 5 pattes. On pourra en discuter dans la table ronde. En tout cas, c'est toujours l'utilisateur qui va guider notre recherche, nos aménagements, même si les lieux sont partagés. Parfois, ils ne sont pas partagés. On pourra en reparler. Sophie, je te redonne la parole. Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce lieu qu'on a transformé maintenant il y a 1 an et demi. Donc moi, je suis directrice commerciale, c'est-à-dire qu'une fois que Grégory nous a trouvé l'actif à 5 pattes et exactement ce qu'il faut, moi, mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises et les salariés et les personnes qui cherchent à optimiser leur stratégie immobilière ou bien qui cherchent des compléments à leur lieu de travail. Mon rôle, c'est effectivement d'accompagner, de trouver. On a aujourd'hui une vingtaine de sites à Paris, on en a une trentaine en France. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir accompagner les sociétés dans leur flexibilité dans l'espace et dans le temps. Clairement, là, vous êtes dans l'entrée de l'espace, c'est l'espace de coworking. Sachez que ici, par exemple, on a accompagné des sociétés qui ont des plateaux entiers, donc c'est vraiment chez eux, ou bien des sociétés qui avaient juste besoin de compléments, c'est-à-dire des points de chute pour des équipes ou des lieux pour avoir un pied à terre à Paris. Donc voilà, nous, notre idée, c'est d'accompagner. Je pense que c'est aussi votre stratégie et ce que vous venez chercher dans cette table ronde. Donc, on va vous laisser échanger là-dessus. Et encore merci d'être venu. Merci. 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 Donc, avant d'installer, donc avant de présenter le thème, je propose qu'effectivement, on va présenter les intervenants. On essaie effectivement sur chacun des thèmes d'avoir des profils un peu différents pour évoquer différentes thématiques. Guillaume, je crois que je te laisse la parole. Un grand merci à notre invité du jour. Bonjour à tous, très honoré de vous entendre. Est-ce qu'à distance, ils entendent ou pas quand on parle? J'entends à distance, mais je sais pas si le micro marche très bien. Ouais, effectivement, je sais pas. Ouais, mais si a priori, il n'y a pas beaucoup de personnes. On va faire en live. Très bien. Donc, merci de m'inviter, Guillaume Savard. Je suis le fondateur d'Upside. Upside, c'est une jeune société qui a 6 ans, qui est créée en 2019, juste après les Gilets jaunes et juste avant le Covid. Donc, on est assez robuste, je crois. Le positionnement d'Upside, il consiste à ne conseiller que des entreprises et en faisant attention à n'avoir aucun conflit d'intérêts. Donc, nous ne commercialisons pas d'immeubles, nous ne réalisons pas de travaux et ce positionnement très indépendant, affranchi de tout conflit d'intérêts, nous permet de conseiller nos clients qui sont exclusivement des entreprises en parfaite objectivité. En 6 ans, on a acquis 80 clients de toute taille, de très grands comptes comme le groupe Crédit Agricole, Renault, Valeo, Airbus, de toutes petites sociétés, biotech, start-up, et puis entre les deux, une clientèle que l'on aime bien, de belles ETI comme OVH Cloud, Biocodex, Lefebvre Dalloz, une société qui emploie 1500, 2000 collaborateurs. Et nous les accompagnons sur toute question qui concerne leur immobilier d'exploitation. Et donc, tout ce que je vais vous dire, ce sont des témoignages de clients. Nous nous nourrissons en bons conseils auprès de l'expérience de nos clients. Et nous avons été pas mal challengés sur le concept de performance et on nous a demandé de réfléchir à un concept alternatif qui serait plutôt la robustesse. Et je crois que on va en parler longuement et j'ai essayé de décliner ce que ça voulait dire à tout le monde de l'immobilier et des espaces de travail. Merci Guillaume. Bonjour à tous, Julien Fouché, je suis directeur immobilier et environnement de travail pour Upcop. Upcop, c'est le cœur de l'ESS, c'est une coopérative à mission. Et nous, on offre comme service des solutions
économique à caractère social et local, chez Déjeuner, chez Canon. Pour un entier à moi, j'interviens en tant qu'utilisateur dans cette conférence, donc j'apporterai mon avis. Et mon spectre est uniquement France sur la partie production de valeur, les chèques déjeuner par exemple, la partie data et la partie bio. C'est là-dessus où je pourrais apporter mon éclairage. Bonjour à tous, donc moi c'est Laetitia Pochaner, je suis Workplace Manager pour une petite entreprise française qui s'appelle Augury, mais qui a quand même 550 collaborateurs dans 26 bureaux. Alors ça, c'est un beau challenge. Je suis une création de poste aussi, et c'est là que je pense que c'est intéressant aussi de voir des personnes qui ont de l'expérience avec des grandes entreprises notamment, parce que nous, le workforce planning, on va en parler, c'est pas notre tasse de thé. Mais voilà, aujourd'hui, mon challenge principal, c'est harmoniser, optimiser aussi, parce que beaucoup de décisions prises à la va-vite par des directeurs qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Et donc, voilà, aujourd'hui, je vais partager un peu mon expérience et mes challenges en tant que scale-up sur Play. Bonjour, je suis Gaël Montassier, donc cofondateur de Startway, qui est devenu Nitwit aujourd'hui, avec la fusion avec le bureau. Vous êtes chez Nifty. Nous sommes des acteurs en coworking, mais essentiellement, nous sommes des prestataires de services. Donc, notre sous-jacent, c'est l'immobilier. Et depuis l'origine, nous accompagnons les entreprises dans l'externalisation, en fait, de leur gestion immobilière et de l'exploitation de leur surface au quotidien. Voilà, donc il faut nous voir comme des prestataires de services capables d'aménager et d'exploiter au quotidien les environnements de travail et de répondre aux besoins de croissance ou de décroissance. Nous le faisons pour le groupe La Poste, qui est 240 000 collaborateurs. C'est un bon sparring partner. Et donc, moi, dans le bonheur de verre, donc, je suis directeur immobilier, services généraux du groupe Egis. Je suis membre du conseil de surveillance de l'ID et pilote donc, de ce club immobilier. Egis, en quelques mots, c'est un gros bureau d'études, donc un groupe français qui travaille dans le domaine de l'infrastructure, dans le bâtiment, dans le transport, également dans le conseil et également dans l'exploitation d'infrastructures. Groupe en très forte croissance. En 2020, le groupe faisait un petit peu plus d'1 milliard de chiffres, 12 000 collaborateurs. On a fini l'année dernière à 2,3 milliards et l'objectif 2029, c'est 4 milliards. Tout ça dans le monde. Donc, avec un actif 400, 500 sites dans le monde. J'ai pas le chiffre exact, c'est aussi un des enjeux. Donc, évidemment, moi, je suis confronté à un gros sujet de croissance du groupe dans un marché, secteur d'activité qui est effectivement dont les marges sont assez réduites. Donc, sur lequel les choix, les décisions des actifs immobiliers et de l'environnement de travail en général, qui est lui-même, comme tout le groupe, en pleine transformation, il y a des gros enjeux. Et je pense qu'effectivement, le thème qu'on a choisi aujourd'hui sera en plein dedans. Pour revenir, donc, les précédents webinaires, donc, on a eu différents sujets sur les incertitudes, sur la gestion de projets immobiliers. On a fait un sur l'évolution, la présence au travail versus le télétravail. Aujourd'hui, effectivement, on a choisi de profiter d'un texte rédigé par Guillaume sur ce thème de la performance et de la robustesse, sur l'opposition un peu des deux. Et donc, l'idée, voilà, c'est de tourner autour de ce thème. Ce que je propose de Guillaume, c'est que tu réexpliques ce qu'on entend par performance, ce qu'on entend par robustesse, pourquoi on peut peut-être aussi un peu les opposer. Et après, on rentrera un peu dans le vif du sujet. Avec plaisir. La performance, je pense que ça parle à tout le monde. On est tous élevés à la performance. Une entreprise qui est rachetée par un fonds d'investissement, on lui demande immédiatement plus 15% de IRR tous les ans. Dans la presse économique, on parle que de croissance. L'IA nous est vendue comme un moyen d'aller plus vite. Je demande d'ailleurs de ce que l'on va faire de tout le temps qui serait libéré par l'IA, mais ça, c'est une question qui n'est jamais posée. Donc, je pense que la performance, c'est un concept qui plaît aux directions générales et auquel on a tous été élevés, dans lequel tout le monde baigne. On lui oppose souvent la durabilité, qui est un peu moins sexy parce que, voilà, dans l'esprit de beaucoup de gens, la durabilité, ça renvoie aux enjeux RSE, ça renvoie à la protection de notre environnement. Et la dimension économique, on est souvent absente. Je pense que c'est la faiblesse, de ce concept. Et c'est en cela que le concept de robustesse est très intéressant, parce que le concept de robustesse, il renvoie en fait à la sous-optimisation. Et je me suis beaucoup inspiré de quelqu'un que je vous invite à découvrir, qui s'appelle Olivier Amand, qui est biologiste et qui enseigne à l'École normale supérieure de Lyon. Et il dresse beaucoup de parallèles, s'est intéressé à ce concept de robustesse.
Et lui, il observe la nature, et il nous dit qu'observer la nature est très intéressant parce que la nature, par définition, est robuste, et la nature cultive la sous-optimisation. Si vous observez un arbre, ça n'est absolument pas un objet performant. Il y a des branches qui poussent dans tous les sens, sans aucune logique. Il est couvert de feuilles, peut-être dans une logique surnuméraire, absolument pas optimisée. Ces feuilles parfois tombent et repoussent. Et pourtant, les arbres, vous savez mieux que moi, vous observez un chêne, certains d'entre eux ont plusieurs centaines d'années. Donc, ce sont par définition des objets robustes, et robustes parce qu'ils sont sous-optimisés. Olivier Hamon prend l'exemple de la main humaine. C'est un objet étrange, on a des doigts disposés de manière peut-être pas aléatoire, mais dont la logique ne saute pas aux yeux, ils ne sont pas de la même longueur, ils n'ont pas la même morphologie. Et pourtant, si vous vous intéressez un peu à la robotique, les spécialistes de la robotique vous expliqueront que répliquer le savoir-faire d'une main est extrêmement difficile. Et la main est conçue d'ailleurs pour que si vous perdez un doigt, vous puissiez continuer à l'utiliser. Donc, j'essaie de dresser des analogies entre la performance qui consiste, pour ceux qui font de la voix, je sais que ça parlera à Bueno, on est Charlie Dalin et on a des foils, on est étarqué comme un malade du début à la fin du Vendée Globe. Il s'est vanté, pour ceux qui ont suivi un peu sa course, de ne jamais toucher la barre, ce qui est quand même étonnant pour un navigateur. Il a tout piloté à travers des ordinateurs et il n'est jamais sorti, quasiment jamais, sur le pont. Si vous observez les bateaux, d'ailleurs, le pont arrière maintenant est complètement coqué, hein, on ne pouvait plus mettre la tête dehors. Et donc, on est vraiment dans des logiques de Formule 1 qui cultivent à fond la performance avec une très très haute dose de technologie. La robustesse sur le Vendée Globe, c'est peut-être Jean Le Cam. Jean Le Cam, il a un vieux rafio assez performant, néanmoins, qui n'a pas de foil. Et il est arrivé lui aussi au bout de la course. La performance c'est peut-être l'armée américaine et la robustesse c'est l'armée ukrainienne. On s'inquiète beaucoup en ce moment du fait que chaque armée européenne a son matériel. Les amis ukrainiens, on les a dotés de tous ces matériels très différents. La seule armée au monde aujourd'hui qui sait jouer l'interopérabilité entre toutes ces armes très différentes, ce sont les Ukrainiens. Ils ont réussi à faire marcher tout ça ensemble. Donc, c'est en cela que ce concept de robustesse me semble intéressant et on l'associe pour moi à sous-optimisation. Et si vous parlez à vos COMEX ou à vos CODIR, dès lors que vous allez employer le terme de sous-optimisation, je pense qu'on va un peu froncer les sourcils et vous dire qu'est-ce que tu entends par là. Et donc, j'ai essayé de l'appliquer à l'immobilier pour lancer la discussion. Je me suis dit qu'il y a peut-être 3 manières d'incarner cette robustesse appliquée à l'immobilier d'exploitation de vos entreprises. Le premier thème dont on pourra parler, c'est la nécessité, dès lors qu'on parle de robustesse, de s'inscrire dans un temps long. Et ça tombe bien parce que, vous le savez, c'est en cela que le concept de performance télescope celui de l'immobilier, c'est que l'immobilier est un temps long et nos amis bailleurs contrepartie, vous le savez en plus, ont tendance à empiler beaucoup de coûts. Donc, il est très difficile d'être dans l'hyperflexibilité quand on parle d'immobilier parce que le temps l'immobilier est très long et parce que les gens qui vous louent des bureaux ont massivement externalisé toutes leurs prestations. Et vous le savez mieux que moi, je pense que ça vous parle. Mais l'exploitation est rarement gérée par le propriétaire, elle est externalisée. Le soft FM l'est également, le hard FM aussi. Donc, vous avez face à vous des gens qui ont totalement externalisé l'ensemble de la prestation qu'ils vont vous proposer. Donc, inscrire votre réflexion, dès lors qu'on parle de robustesse dans un temps long, me semble essentiel et je déclinerai ça. Le deuxième thème dont on reparlera, c'est cultiver sciemment cette sous-performance. Et puis, le troisième sujet, qui est souvent, je crois, un angle mort en immobilier, c'est avoir une gouvernance qui crée du jeu et qui permet d'avoir du jeu. En France, on a une logique assez jupitérienne, pas seulement notre président de la République, mais dans tous les grands groupes, et on aime bien centraliser les décisions. Et en matière d'immobilier, comme tout le monde a vendu son appartement, vous le savez mieux que moi, tout le monde est expert en immobilier. Et en général, les sujets immobiliers passionnent tout le monde pour le meilleur et pour le pire. Et donc, on a tendance en immobilier à vouloir centraliser les décisions, alors que s'il y a bien un sujet qui est éminemment local, c'est l'immobilier. Et donc, je reviendrai sur la manière peut-être de mettre en place une gouvernance qui crée du jeu et qui vous permet d'être robuste à travers une gouvernance appropriée. Premier thème. Bah ouais, on peut commencer effectivement, comme tu l'as dit, là, le premier thème d'inscrire dans un temps long. Il y a 3 choses qui me semblent importantes, et Laetitia va en reparler. Pour qui a traité des sujets d'immobilier, on aime bien savoir de combien de personnes l'on parle. Et
peut-être très atypique, mais dans tous les projets immobiliers que j'ai menés, on va voir la DRH en lui demandant combien sommes-nous. Alors là, on rentre dans des affres absolument incroyables. Et cette question qui a l'air triviale génère souvent beaucoup de travail et jamais d'ailleurs de réponse très définitive. Voilà, c'est toujours à un instant T un effectif qui est donné. Moi, je suis étonné qu'il y ait tant de difficultés à qualifier le nombre de CDI, CDD, alternants, stagiaires au sein d'une entreprise. Et alors, le travail qui est encore moins fait, c'est celui de projeter cet effectif dans le temps pour savoir à 3 ans, 5 ans, 10 ans combien nous serons, de quelles compétences avons-nous besoin, où ces gens doivent-ils être. Et dès lors qu'on parle de télétravail, d'IA, etc., ces questions de sourcing des compétences, alors si ce n'est à l'échelle mondiale, en tout cas à l'échelle multi-pays est important. Et je suis étonné de voir que ce travail est rarement fait. Il y a une entreprise, AXA, il y a 4 personnes au sein de sa DRH qui font ça à longueur de journée et qui font de la prospective en matière de RH et qui s'interrogent sur que sera AXA dans 5 ans, dans 10 ans, et qu'est-ce que ça implique sur la pyramide des âges d'AXA, sur les compétences nécessaires et sur la localisation de ces ressources. Et je pense que les directions immobilières seraient assez inspirées de souffler à l'oreille de leurs COMEX, de mettre un peu de ressources et d'intelligence dans ces exercices-là, parce que vous savez aussi bien que moi que très souvent, les projets immobiliers partent à un instant T sur une hypothèse d'effectif, et puis 24 mois, 36 mois après, les hypothèses ont changé et on a trop d'espace, pas assez. Et je pense que ça pêche notamment par l'absence de ce travail de workforce management. Je pense que personne a... Alors, moi, je pense que toutes les personnes qui ont vécu dans une start-up ou dans une scale-up vont comprendre ce que je vais dire. Dans mon expérience précédente, je suis arrivée, on n'était que 30. J'ai fait le pari de partir d'Intel Corporation, qui est tout en bas de la chaîne alimentaire immobilière, pour me lancer dans la start-up. Bon, on m'a dit on sera 60 l'année prochaine. On a levé 250 millions d'euros. Autant vous dire que finalement, c'était 150. L'espace était trop petit. Donc, effectivement, planifier la workforce, nous, on ne connaît pas dans les scale-up. En revanche, effectivement, je pense que notre rôle, notre expertise, c'est de se dire quelle est la tendance et comment, surtout, je vais pouvoir faire évoluer mon espace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer contre les forces des bailleurs. Alors, il faut trouver des portes de sortie, on va en parler, ça, je le fais toujours. Mais effectivement, c'est comment je vais pouvoir fournir ce choix, on va dire, cost efficient, qui va aider l'entreprise à ce que ce soit une bonne décision, mais fournir le bon espace. Et donc, effectivement, la planification dans la scale-up, c'est pas notre fort, mais on va trouver des tendances, on va étudier la population qu'il y a actuellement, on va essayer de se dire, bon, vu les circonstances, on recrute plutôt des sales. Ça, c'est toutes les boîtes de la tech connaissent ça en ce moment, je pense. Et du coup, c'est une population qui va avoir plutôt besoin d'une work position qu'une workstation. Donc, comment on va faire évoluer ça? Aujourd'hui, par contre, je trouve quelque chose qu'on me demande tout le temps et que moi, j'aime bien faire. C'est quoi qu'il arrive, mon espace de travail, je vais créer un lieu pour recevoir. Et ce lieu pour recevoir va devenir mes work positions. Donc, je fais plaisir aux sales, aux business, ils sont très importants, c'est mes principaux stakeholders. Il faut les rendre contents en tout cas et rendre cet espace flexible pour pallier à cette... c'est pas la faute des RH, c'est pas la faute de mes RH actuels, c'est dans toutes les entreprises de la tech aujourd'hui ou dans les scale-up de la croissance, elle n'est pas visible en termes d'effectifs. Et puis on voit, on va dire, il y a 2 ans, c'était la course au lever sur LinkedIn. Alors tout le monde levait, tout le monde était en croissance. Aujourd'hui, ça l'a un peu moins. Donc, mais ça va revenir. Et donc, comment je fais? Alors que je dois signer un bail maintenant, je planifie et j'essaie de faire des espaces flexibles forcément. Mais j'adorerais avoir une équipe. Planifie ça pour moi. Ça, c'est sûr que c'est du grand luxe. Moi, je vais compléter. Alors, nous, on est 1000. Alors, 3000 dans le monde et 1000 en France. Et j'ai aussi, pour répondre à la question là-dessus, sur la partie robustesse notamment, avant, il y a 15 ans, on arrivait à se projeter à 3 ans. On disait, voilà, il y aura tant d'effectifs. On y arrivait à peu près. Donc, on faisait des bureaux de passage, et puis on transformait les salles de réunion en bureaux, et puis voilà. Maintenant, alors je te rassure tout de suite, parce qu'elle a vu le contexte, tout le monde c'est pareil. On a du mal à se projeter. Exactement. Mais par contre, moi, je pense que l'approche d'AXA est très intéressante, parce que c'est AXA et parce que c'est mastodonte, dans le sens noble du terme. Mais moi, à mon niveau, ce que je fais, c'est que je vais plutôt voir de manière chirurgicale. C'est-à-dire que je vais voir ma BU qui fait de la prod. Une production, c'est très peu agile. Si c'est du bureau ou du sales, c'est beaucoup plus agile. Et en local, on va dire, j'ai X personnes, 15, 50, 100. Et là, je vois plus facilement avec le directeur de BU comment je peux me projeter en local. Et c'est là où il y a un intérêt parce qu'après, pour moi, au niveau robustesse,
l'enjeu serait pas au niveau de l'immeuble en soi, mais au niveau du, alors, je me répète, ça fait des années que je le répète, du mix immobilier. C'est-à-dire qu'il faut accepter de dire sur cette partie-là, je fais du commun, ou sur cette partie-là, je fais de l'immeuble en dur, j'achète ou je loue. Et c'est cette vision-là qui, moi, est intéressante dans mon édifice. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Sous réserve, là, donc j'ai eu ce cas-là où effectivement, moi, ça me parle complètement parce qu'effectivement, les effectifs, un groupe en plus en croissance, alors peut-être pas autant qu'un club, mais qui est quand même gros, c'est le point de départ en fait pour calibrer un immeuble futur, c'est l'effectif. À l'instant T, pour un coefficient de croissance qui va permettre de globalement définir à peu près le gabarit. Et ce point de départ du sujet, c'est que moi j'ai été confronté, comme on était en train de faire évoluer nos bureaux vers du partage de bureaux, je ne le sens pas encore aujourd'hui, et à mon sens, c'était peut-être une erreur qu'on a faite vis-à-vis des managers justement locaux. On leur a parlé, disant voilà, à partir de maintenant, vous n'aurez plus votre bureau, on va faire du partage de bureaux. Je pense qu'ils ont été plus inquiets du problème de gérer leurs équipes et de se dire je ne vais pas faire. Et donc, ils nous ont, l'expérience l'a montré, ils nous ont surestimé les effectifs, qui, à mon sens, je suis un peu pervers dans mon raisonnement, mais je pense que c'est un peu ça, pour garantir finalement qu'ils auront un bureau pour chacun, un poste de travail pour chacun. Donc, il y a même quand on s'adresse à l'entité elle-même qui normalement est garante de son PNL, de sa rentabilité, en fait, de temps en temps, je pense que certains managers ou directeurs d'entité se retrouvent confrontés en est-ce que je privilégie mon résultat, ma marge, ou ma paix sociale, ou mon bon fonctionnement, parce que, et ça c'est encore un autre sujet, l'accompagnement et d'expliquer ce que va être l'environnement dynamique et comment on partage, pour en fait faire tomber un peu ces inquiétudes en disant on a des sites qui sont aujourd'hui, j'estime, surdimensionnés, parce qu'on a eu des données d'entrée qui n'étaient pas bonnes. Non, je partage, mais après, c'est au niveau de la gouvernance. Ouais, tout à fait. Pour nous, il y a cette partie-là, nous, il y a une bon quotidien, c'est la croissance, décroissance, nos effectifs, nos clients. La différence entre le centre d'affaires et le coworking, très rapidement, c'est le centre d'affaires est tourné vers le meuble dans son exploitation, le coworking, c'est tourné vers ses utilisateurs, ses clients. Et donc, c'est comment créer des aménagements qui vont permettre à une entreprise d'être en croissance. Donc, on démonte les cloisons et on augmente les surfaces, puisqu'on est tourné vers le client. En dehors de ça, ce savoir-faire se déploie en dehors de nos lieux. Aujourd'hui, nous sommes la phase de maturité du coworking. Nous sommes des acteurs de la prestation de services. C'est d'accompagner les entreprises. Au-delà, une fois qu'elles décident de partir de chez nous, trouver leur propre environnement de travail, bien, c'est de les accompagner et d'être cet acteur qui va pouvoir faire leur recherche immobilière, faire les aménagements et les préconisations d'aménagement et d'être la ressource de gestion et d'exploitation externalisée de leur environnement de travail. Très modestement, c'est l'avenir, c'est d'être un acteur entre le propriétaire d'immeuble, l'entreprise, et donc cet acteur qui va flexibiliser les environnements. Une deuxième idée que je vous livre pour gérer ce temps long, et dans un contexte où, comme tu le dis, les prévisions sont d'autant plus difficiles qu'elles concernent l'avenir, et que personne ne sait de quoi le futur sera fait, c'est, je pense, amener vos parties prenantes, vos COMEX, vos CODIR, à se poser des questions, plutôt qu'attendre de votre part des réponses. Je suis frappé de voir des boards se passionner pour la question de savoir si le flex office chez eux devait être de 0,6, de 0,5, de 0,7, des heures et des heures de discussion sur des choses qui, pour moi, sont de l'ordre de la réponse à une question et qui appartiennent aux équipes opérationnelles. En tant que DAF ou de PDG d'une entreprise, savoir quel sera le taux de foisonnement que j'appliquerai, je pense que mes équipes opérationnelles savent faire et j'ai pas à rentrer là-dedans. En revanche, me questionner sur un certain nombre de sujets pour élever le débat me semble extrêmement important. Et par exemple, il y a un gars qui s'appelle Tayeb qui a développé, vous le savez sans doute, le concept de signe noir. Covid, c'est un signe noir. C'est des événements totalement improbables qui viennent complètement rebalayer la manière dont on fonctionne. Je pense que le rôle d'une direction de l'immobilier, c'est d'amener des questions à son COMEX, plutôt que des réponses toutes faites. Par exemple, messieurs et mesdames du COMEX, quand on s'est regroupé il y a 10 ans sur un campus urbain, on en attendait des synergies dans tous les sens et ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Ou quand nous avons racheté cette société qu'il fallait intégrer en très peu de temps, ça nous semblait impossible et pourtant on a réussi en quelques mois à rapatrier physiquement toutes les équipes dans des sites dont on nous disait qu'ils étaient déjà remplis comme des œufs. Pourquoi?
Nous avons emménagé dans un site serviciel. On nous a expliqué que tout allait merveilleusement fonctionner, et pourtant le taux de satisfaction de nos collaborateurs est très bas. Pourquoi? Et je pense que amener ce genre de questionnement et obliger vos parties prenantes à se questionner est une bonne chose, plutôt que de passer beaucoup de temps sur des solutions qui vous appartiennent et sur lesquelles vous avez d'ailleurs en plus, je pense, l'expertise et la capacité à entrer dans une forme de complexité. Les discussions sur le taux de foisonnement, on sait tous que ça n'est pas que le taux de foisonnement, c'est la surface allouée au poste, c'est le type de profil de personne. Et en général, dans des présentations d'une demi-heure avec 3 slides, on n'a pas le temps de rentrer dans cette complexité. Je pense qu'une manière de contourner le fait qu'en immobilier, on est amené à parler de l'avenir et que personne ne sait lire l'avenir, c'est amener vos parties prenantes à se questionner, leur poser beaucoup de questions, plutôt que de se passionner pour les solutions qui vous appartiennent. Donc, en gros, travailler sur le quoi et le pourquoi plutôt que le comment. Le comment, à la limite, c'est votre affaire et c'est beaucoup mieux comme ça. Et c'est très intéressant, excuse-moi aussi, mais ça les amène à se questionner sur des sujets au final qui vont avoir un vrai impact sur le business et stratégique. Et moi, j'ai mis en place une procédure que je fais avec les country managers où j'ai plein de questions et je leur pose, je vais changer de bureau, tu vas sortir d'un coworking et ça, c'est un vrai sujet. Nous, on est en train de faire le switch. Surtout pour la qualité de l'espace qu'on va pas forcément optimiser financièrement. C'est ça qui est assez dingue, c'est que les coworking de notre côté ont baissé dans certaines villes, mais c'est pour leur donner ce meilleur environnement. Et donc, ils ont vu, la première fois que je l'ai fait avec le country manager du Japon, m'a dit, qu'est-ce que c'est que ces pistes? Je lui ai dit, réponds comment tu penses avec ton instinct. Tu penses que tu vas avoir combien de personnes? C'est quoi le quartier? C'est quoi le deuxième quartier? Qu'est-ce que tu aimes comme aménagement? Quels sont tes prérequis? Est-ce que tu reçois souvent? Et c'est très drôle parce que les réactions sont très pertinentes en fait. Et du coup, ces tas de femmes, ils se posent cette question alors qu'en fait, ils t'auraient dit j'aime cet immeuble et puis voilà, là, Densu est là, je vais être à côté. Mais non, en fait, cette réflexion et nos stakeholders, on ne peut rien faire sans eux. Alors, c'est super d'avoir tous les lauriers et décider tout seul. J'adore choisir des bureaux, mais toute seule, je n'y arriverai jamais. J'ai besoin de ces stakeholders locaux, des directions, pour arriver à un bon choix, en fait, qui satisfasse tout le monde. Sinon, effectivement, ça ne sert à rien. C'est pas juste ouvrir un bureau. Mais c'est également parce que je pense que là-dessus, la direction immobilière et ses partenaires sont aussi là pour ouvrir les chakras, je vais dire. Combien de fois on entend, en gros, on a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi on changerait. Et tout simplement, souvent, parce qu'ils n'ont jamais vu autre chose faire quand on travaille vraiment sur des plans, ce qui est le cas, nous, une grosse partie de notre activité. Donc, si on les découvre, des grandes planches, parce qu'effectivement, il y a encore du travail sur des grands plans papier. Mais passer en vertical et plutôt sur des murs plutôt que sur un plan horizontal, c'est un changement qui, dans l'aménagement, peut rendre plus efficace ou différent, mais encore faut-il que certains le font naturellement, certains ont un esprit plus curieux, plus innovant. Et je pense que c'est effectivement une discussion qui va être dans les deux sens. Et également, moi, quand j'étais arrivé, c'était du DG qui dit, moi, on va passer en partage bureau en 0,6. J'avais dû entendre que 0,6, c'était entre 0,5 et 0,7. Et sans se poser la question. Et après, effectivement, quand je l'ai rencontré, je dis 0,6, je pense pas que ce soit le bon taux. Peut-être, mais en tout cas, ça sera probablement pas de manière uniforme, parce qu'on fait un groupe comme le nôtre, et dans la plupart des groupes, il y a plusieurs types de métiers au sein du groupe, et chaque métier n'a pas besoin de la même chose. Moi, pour travailler, un poste de travail de 100 ans avec un écran, ça me suffit. Un projeteur, il va faire 2 voire 3 écrans, parce qu'il va travailler sur des grands plans, et ceux qui ont des plans papier aussi. Donc voilà, c'est un peu cette réflexion. Dernier point sur cette première partie, l'inscription dans un temps long pour avoir un immobilier plus robuste, c'est l'anticipation. Anticiper. Et j'ai pris l'analogie d'une course automobile. Quand vous regardez de la Formule 1 ou de la course comme le Dakar, les pilotes, en fait, se sont préparés, ont le circuit en tête, et en fait, ils ne sont pas flexibles ou performants en tant que tels. Ils sont robustes parce qu'ils ont anticipé et qu'ils ont complètement mémorisé le parcours. Et je pense qu'une direction en immobilier, son boulot, c'est d'anticiper en permanence, d'anticiper pour répondre à tous les événements plus improbables que probables qui vont se poser, une acquisition soudaine, un changement drastique dans les relations avec les États-Unis, une guerre, etc. Je vous donne un exemple. On a travaillé pour une très belle ingénierie à Boulogne, qui a essaimé dans Boulogne et qui aimerait se regrouper.
et ils étaient en arrière-cour d'un bâtiment de bureau qui donnait sur l'avenue Édouard Vaillant. Et ce bâtiment a été quitté il y a 3 ans par une boîte d'expertise comptable. Pendant 3 ans, la direction de l'immobilier a zioté ce site en se disant ce truc est là, c'est très bien, il sera parfait pour nous quand on sortira de notre bail dans 3 ans. Et ça a duré 3 ans. Manque de bol, ils viennent d'apprendre, par notre intermédiaire, que l'actif de bureau qu'ils convoitaient est vendu et sera développé sous forme de logement social. D'assurer, directeur immobilier qui est ça, fondateur de l'entreprise de 70 ans, qui est assez dur, que le truc qu'il lui vendait comme son prochain campus urbain, pour reprendre un terme étrange, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Et pire que ça, il va y avoir des coups de pioche, des coups de marteau, voire pire pendant 2 ans, et ensuite du logement social, qui est à Boulogne, où ça va bien se passer. Néanmoins, c'est quand même pour cette entreprise une révision déchirante. Ça, je pense que c'est une faute, parce qu'il aurait dû anticiper. Et anticiper voulant dire préempter d'une manière ou d'une autre le fait qu'il se positionnerait sur ce site, ou anticiper le fait qu'il ne mettrait peut-être pas la main là-dessus et qu'il lui fallait un scénario B. Je pense que ça a rejoint la question du questionnement, en permanence avoir un plan A, un plan B, et anticiper, parce qu'on sait tous qu'il y a des événements qui nous tombent dessus et qui vous obligent à vous reconfigurer dans la panique la plus totale. Et les gens qui ont signé des 12 ans ferme parce qu'ils sont drogués aux mesures d'accompagnement se rendent compte que c'était en fait une très très mauvaise idée, parce qu'en général, 4 ans après le début du bail de 12 ans, eh bien, il faut qu'on en sorte, il y a le Covid, on croit et il faut se déplacer. Donc, j'y reviendrai, mais ça nous renvoie aussi à notre rapport au temps et au temps court, le fait d'articuler, comme tu le disais tout à l'heure, des engagements longs, des engagements courts pour avoir cette capacité à anticiper. Anticiper, c'est peut-être déjà tout simplement ne pas louper une échéance de bail. C'est pas mal. Il y a du vécu, hein, d'ailleurs. Et anticiper aussi, je pense que effectivement, moi je sais quoi. Alors on a du mal sur les effectifs, mais j'ai pas signé un bail depuis des années sans avoir une porte de sortie. Alors oui, on est drogué aux mesures d'accompagnement parce qu'on veut faire des super bureaux, on n'a pas forcément ou le cas ou les circonstances ou l'adhésion pour investir dans l'environnement de travail, ça arrive aussi. Mais effectivement, moi j'ai toujours signé avec une porte de sortie, avec en contrepartie une restitution parfois de la franchise. Parce que c'est une évidence, dans cette typologie d'entreprise, on ne peut pas se loquer pendant 9 ans. C'est inimaginable. Pour moi, ça, ce serait le pire conseil que je pourrais donner à ma direction, c'est de dire, on signe 9 ans, on prend toute la franchise et on voit. Non, il faut cette porte de sortie. Et je pense que oui, c'est indispensable, ça c'est nécessaire. Anticiper, ça revient à la question du pourquoi. Parce que quand vous êtes en directeur immobilier, et que vous allez voir votre board, vous n'y allez pas en disant comment on va réduire les coûts, tout comme ça. Je partage totalement. C'est pourquoi il faut faire ça. Et donc, pour faire ça, il faut quand même être légitime. Et donc, il faut avoir un bon sponsor en interne. Parce qu'il y a beaucoup de directeurs immobiliers qui subissent quelque part une direction qui est lancée comme ça. Donc, il faut avoir le courage aussi de remettre en question cette question. Voilà. Ça, moi, c'est le conseil que je dirais à tout directeur immobilier qui commence, c'est fais tes preuves, et puis comme ça, tu auras une légitimité, on t'écoutera. Et ensuite, pour reprendre là-dessus, moi, je reste persuadé que c'est lié à la gouvernance. Et puis, le deuxième point, quand même, c'est qu'il faut préparer des portes de sortie et préparer aussi, on en parlera plus tard, des bonnes possibilités de gestion du bâtiment. Exemple, on parle beaucoup de sous-location en ce moment, même corpo-working, sous-privé, c'est bien. Mais je pense que c'est chacun son métier aussi. C'est aussi une appétence. Et je pense aussi qu'il faut pouvoir être en capacité de dire, moi, j'anticipe, et cet espace-là, pour qu'il soit modulaire pour faire de l'événementiel, pour pouvoir se louer, pour pouvoir faire autre chose, mais pas fermer les portes. Et c'est là où l'innovation en immobilier apparaît. Il y a l'innovation, donc, juridique, quelque part. C'est-à-dire qu'il faut négocier et il faut pouvoir savoir un peu en disant si je fais ça, c'est pour un hasard. C'est que dans 2 ans, peut-être que je serai full, ou dans 2 ans, peut-être qu'il va falloir que je trouve des solutions autres que la sous-location. Et moi, je pense que le pourquoi, c'est de dire, on va pas faire ça pour gagner des sous, on va faire ça pour faire vivre le bâtiment. Alors, ça peut paraître très beau, mais vous pouvez gagner des sous sur un bâtiment vide. Votre directeur financier viendra vous voir en disant, bon, il est toujours si vide. Tu gagnes des sous, mais il est toujours si vide. Donc, il faut aussi démontrer dans les 2 axes. C'est là où on anticipe. Moi, j'écoute. Peut-être passer là. Oui. Deuxième item, sur cette question de l'immobilier robuste, cultiver sciemment la sous-optimisation, ce qui ne va pas de soi. Je invite encore une fois à utiliser ce terme avec votre directeur financier, il va vous regarder bizarrement. Si on le décline, je pense, et je vous livre d'emblée les 3 pistes, je pense que la première piste, c'est on l'a dit tout à l'heure avec Julien, articuler des engagements longs et des engagements courts.
EDF, quand ils produisent de l'énergie et qu'ils la price, ils ont ce qu'ils appellent le bandeau, c'est la production électrique qui de toute façon sera délivrée quoi qu'il arrive, et la dentelle, c'est ce qui est produit en plus à travers des centrales diverses et variées qu'ils activent en fonction de la demande. Et je pense que l'immobilier, un immobilier bien géré, robuste, c'est un immobilier qui articule du bandeau, des engagements longs, et de la dentelle. Ils peuvent prendre diverses formes, hein, des coworking, des beaux commerciaux tout simplement, comprenant moins d'engagements longs, voire au sein d'un même immeuble, on l'a fait, nous, proposer aux bailleurs, qui n'aiment pas trop ça, mais bon, un bail composite où vous avez, selon les plateaux, des engagements longs et puis sur d'autres plateaux, des engagements plus courts. Donc, il y a des tas de manières d'avoir cette logique de bandeau et de bandeau et de dentelle, pardon, qui permet en fait de piloter, y compris au sein d'un même immeuble, ce temps long et d'être sous-optimisé, puisque, vous savez, tout le monde carbure aux mesures d'accompagnement qui sont en France corrélées à la durée du bail et qui en général sont arithmétiquement corrélées. C'est-à-dire que plus vous prenez de durée, plus vous avez de franchise, mais ramenez à la durée, le nombre de mois est le même. Vous pouvez vous dire finalement, il n'y a pas intérêt à prendre un devant ferme, mais plutôt un 6 ans. De toute façon, ramené à l'année, j'aurai le même nombre de mois. Et je pense que ça m'amène à mon deuxième point. Je suis frappé par le nombre de directions immobilières qui reviennent vers leur direction financière en annonçant le nombre de mois de franchise associés à un bail, sachant que pour qui connaît le fonctionnement de l'immobilier, le bailleur, de toute façon, il veut défendre son loyer inscrit au bail. Donc, cette franchise, elle vous est quasiment accordée d'emblée. Après, le talent, c'est d'essayer d'aller en chercher un peu plus, en faisant attention à ce qu'on lâche en contrepartie. Mais ce qui frappe, c'est que l'exploitation de l'immeuble est rarement scrutée. Et le property manager d'un immeuble est rarement invité dans les négociations. Et moi, ça m'intéresse, au moment où je discute avec un bailleur du bail et des mesures d'accompagnement qu'il va éventuellement consentir, de rencontrer également le property manager, de savoir quelle est sa mission. Lui-même, est-ce qu'il a internalisé le soft et le hard FM ou est-ce qu'il a à son tour externalisé? Donc, est-ce qu'on est face à une longue chaîne de sous-traitants et personne ne maîtrise le sujet à la fin, l'asset manager en premier lieu, et d'avoir quelques garanties sur la manière dont cette exploitation va se dérouler. Est-ce qu'il y a des SLA, des Service Level Agreements, qui pilotent la relation? Si j'ai deux ascenseurs dans l'immeuble, l'un tombe en rade pendant 3 jours, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a des pénalités associées à cela, par exemple? En général, ce sujet n'est même pas scruté. Le property, vous le découvrez quand vous commencez à envisager vos travaux et c'est lui qui va vous guider. En général, c'est la première fois que vous voyez le gars. Or, pour qui connaît un peu les contrats de property management, vous savez qu'un certain nombre d'interventions que vous allez demander à votre property, très souvent ne sont pas dans le contrat et sont facturées. Vous regarderez vos réductions de charges comme des travaux hors contrat. Et on a des clients qui en a fait l'exercice et on s'est aperçu qu'ils avaient obtenu une négociation de dingue sur les mesures d'accompagnement, mais qu'ils avaient des montants de travaux hors contrat également de dingue et qu'en fait, quand on reprenait ces montants, ça neutralisait, voire ça minorait largement la franchise qui avait été obtenue. Donc, avoir une logique un peu holistique qui est, oui, j'ai une négociation sur le loyer et en ce moment, il faut être une chèvre pour ne pas avoir de bon deal, donc je pense que là-dessus, il faut être très modeste, et s'intéresser surtout à l'exploitation du bâtiment, comment ça va tourner pendant 6-9 ans, et s'assurer que les coûts proposés sont performants. Ça, c'est discuter robustesse plutôt que performance en matière économique. Et puis sur la tech, c'est un sujet important. Vous savez, les environnements de travail maintenant sont très riches en technologie. La question des apps est souvent posée. Moi, je suis fasciné là aussi par cette tendance très française à avoir une app qui ferait tout, une espèce de Léviathan où je pourrais avoir mon pressing, gérer ma voiture, réserver mon poste, etc. Je trouve que sur ces sujets, avoir une approche low-tech, c'est-à-dire choisir une app qui fasse très très bien ce qu'on lui demande, qui ne fasse pas tout, est une très bonne option. Parce que ce que l'on observe dans les apps, sous le contrôle de l'ESPR qui est présent, c'est que très souvent, plus j'ai un foisonnement d'applications, moins finalement ces apps sont utilisées et que très souvent les collaborateurs ils utilisent 1, 2, 3 applications dans le portail. Et vous le savez, pour être capable ensuite de piloter votre immobilier avec des données, il faut que ces données soient représentatives. Et la meilleure manière d'avoir une très forte appropriation, ça n'est pas tellement d'avoir un portail holistique où on peut tout faire, mais c'est plutôt d'avoir les 2, 3 bonnes applications et de s'assurer qu'elles ont un taux d'utilisation très fort. Donc, je pense que sur la tech, si vous travaillez avec le DSI sur les travaux d'aménagement sous le contrôle, on a tendance à vouloir des choses absolument incroyables. Et je suis toujours fasciné quand je suis chez un client d'arriver dans des salles où il y a 14 écrans, de la tech dans tous les sens.
En général, quatre feuilles A4 dégueulasses où il y a 400 caractères pour expliquer comment ça marche. Bon, et au final, personne ne fait le truc, chacun prend son PC. Donc ça, je pense, dans la robustesse de l'immobilier, avoir des démarches, l'Indien appelle ça l'innovation Yugad, vraiment l'innovation frugale. C'est très important. Il faut de la tech, hein, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas de tech, mais c'est important, je pense, de challenger l'hubris de nos directions d'informatique et de s'assurer que la technologie qui est mise en place, elle est à son juste niveau. Et sur les apps, je pense que c'est privilégier des acteurs qui proposent quelque chose et qui sont parfaitement ajustés à vos besoins. Voilà un peu les 3 items que je voulais décliner sur la partie sous-optimisation. Alors, j'ai une chose à dire, je pense que les bailleurs, quand tu les appelles, ils ont très peur. Parce que quand on entend la discussion sur le property management, je pense qu'ils sont terribles et ils se disent que va nous demander, Guillaume? Mais... ne savent même pas ce que c'est. C'est génial. Ouais, surtout que c'est des sujets, enfin, alors, l'idée, je pense qu'on est un peu tous en ligne là-dessus. C'est effectivement, quand on achète une voiture, on ne sait pas forcément ce qu'il y a sous le capot, on ne sait pas forcément qui va l'entretenir. Enfin, sauf si on l'achète, on va s'en occuper, mais voilà, les discussions, et notamment dans des débats ou des discussions en amont, où limite la chaîne property n'est pas encore choisie. Et puis c'est déjà suffisamment compliqué d'obtenir des infos avec, alors je réserve en plus qu'il y a un broker entre les deux qui filtre un certain nombre d'informations. Mais c'est un gros challenge. Et je pense qu'on est tous d'accord, parce qu'on a tous vécu effectivement des beaux immeubles qui peuvent paraître très beaux, mais qui derrière, d'un point de vue maintenance, entretien, c'est une catastrophe. C'est fait par économie, ou après, comme tu le disais, on se retrouve avec des factures sous réserve qu'on n'ait pas négocié correctement les clauses, notamment sur les interventions, sur les grosses réparations. Mais c'est un enjeu qui est forcément très fort. Sur ce qui est data, application, et là aussi, je rejoins parfaitement, on peut voir effectivement des salles avec des écrans énormes. Les sanitaires avec les capteurs, ça j'adore. C'est mon préféré, ça. Mais inversement, ouais, c'est un sujet qui est pas simple. Les applications, c'est inversement avoir 15 applications entre celles pour la conserverie, celles pour les événements de travail, celles pour CSA, celles pour faire les demandes d'intervention. Ça va y avoir une ou deux qui fassent un peu de tout. Et derrière data, mais on se dit ça c'est plus le thème du club digital. Donc, on va pas trop s'arrêter là-dessus, mais les data c'est essentiel pour comprendre l'utilisation de l'usage de mes immeubles. Et c'est ce qui permettra, pour revenir sur le thème qu'on a dit tout à l'heure, c'est travailler sur les scénarios futurs à partir de la réalité d'usage déjà actuelle, qui est souvent méconnue. En termes de taux d'occupation des postes, taux d'occupation des salles de réunion, taux d'occupation des machines à café, taux d'occupation, effectivement, on parlait de sanitaire, d'usage pour la propreté. Enfin. Pour moi, il y a 2 points significatifs. Moi. Le premier, c'est plus de gestion. Ça, je suis entièrement d'accord, ça revient au thème d'anticiper. Et il y a un intérêt là-dedans d'avoir en face de vous un directeur immobilier et DET. L'immobilier fait le build, le DET fait le run. Et moi, je vois dans mes négociations des femmes, notamment, systématiquement, j'anticipe en disant d'emblée, en plus c'est une bonne nouvelle, je leur dis, vous allez prendre le pilotage du bâtiment. Votre bâtiment, vous le prenez pendant 2 ans, 3 ans. Tout simplement parce qu'il y a la GPA et la GBL. Donc moi, je suis tranquille niveau juridique. D'accord? Ça me coûte un peu plus cher, mais là, je suis robuste. Pour l'instant, on est bon. Et ensuite, faut lire, hein. Et ensuite, par contre, au bout de 3 ans, là, je négocie pour dire, je reprends ou pas. Et c'est là où je peux passer à la performance. On va plus faire du timing, mais c'est là où on anticipe. Et pour moi, il y a un intérêt. Je sécurise et après, j'y vais. Donc, DET immobilier. Sur la partie plus de gestion, c'est le point le plus important de toute votre réflexion, à mon sens. Et le deuxième point aussi le plus important, c'est la log tech. Alors là, moi, je suis entièrement d'accord, mais c'est compliqué. On parle de smart building, tout ça, c'est très bien. Mais quand vous regardez alors moi, j'ai 2 expertises. La sécurité et l'immobilier. Et en sécurité, le risque météo est énorme. Enfin, les inondations, tout ce que vous voulez. Et un bâtiment qui n'est pas capable de gérer, d'être bien étanche, je peux vous dire qu'il va être compliqué dans quelques années. Vous êtes smart building, mais vous allez avoir de l'eau partout, et de l'eau embêtant. Et puis en plus, un smart building sans électricité, c'est pas très résilient entre nous. Je veux dire, vous n'allez pas faire grand-chose. Il vaut mieux avoir une belle coque, garantir ça, et après mettre la technologie que vous avez choisie. Et entièrement d'accord sur le low-tech. C'est pas la priorité, à mon sens.
tout ça nous ramène à l'anticipation. C'est-à-dire, je pense que vous pouvez avoir des discussions avec le property manager des bailleurs qui va être surpris de cette demande, je peux rejoindre. Et si vous avez le temps, évidemment, si vous êtes dans le rush total, c'est impossible. Point 1. Et point 2 sur l'anticipation. Méfiez-vous des labellisations. Smart Building, c'est dans les plaquettes, ça ne veut rien dire. Et vous regardez d'ailleurs les Wired Score, etc. On a un client qui a pris à bail un immeuble magnifique, impossible de téléphoner dedans. Il était Wired Score machin, il avait eu les prix. Quand vous regardez en fait des petites lignes en police suite de la brochure en page 80 après le T3D où vous avez des gens qui sont là dans des canapés en sirotant des cafés, vous apercevez que le Wired Score, c'est des mesures conservatoires pour vous permettre d'avoir une excellente couverture réseau. Mais en rien, ça ne vous garantit pas que la couverture réseau sera correcte. Et donc maintenant, dans une diligence préalable, systématiquement, on peut faire des mesures concernant la qualité du réseau, puisque vous le savez sans doute, les immeubles neufs qui sont aujourd'hui hyper durables, ils sont plus épais et les réseaux 4G, 5G passent moins bien. Le bailleur ou le broker qui vous dira, c'est pas grave, vous vous connectez sur le Wi-Fi, vous téléphonez en Wi-Fi, certes, mais quand je reçois mon board et que les gars, ils arrivent avec leur smartphone, je vais pas voir le gars de la DSI qui arrive avec les chaussures en plastique pour leur expliquer comment passer des appels Wi-Fi. Ça ne marche pas. Donc, le fait d'avoir une couverture 4G, 5G impeccable, ça fait partie des diligences préalables. Donc, il faut avoir suffisamment anticipé pour les mener dans des bonnes conditions. Et ça vous oblige à être curieux parce que toutes ces labellisations ne veulent en fait rien dire quand vous plongez dans les détails. Et sur l'exploitation, moi je vois que c'est un thème qui monte. Beaucoup de clients ne sont absolument pas satisfaits du mode d'exploitation de leur bâtiment. Et je pense que dans un certain nombre de cas, la question de réinternaliser ce sujet se pose. Pas nécessairement en réembauchant des gens qui vont faire le ménage, etc., mais des gens qui savent piloter et qui sont capables de rentrer dans les détails des contrats, etc. Et ça, je vois beaucoup de clients qui commencent à se dire, sur des patrimoines importants, est-ce que finalement, j'aurais pas intérêt à reprendre ce pilotage et que les honoraires en fait du PM qui me sont facturés, je les internalise. Alors le DAF va trouver que c'est un peu étrange qu'on réinternalise des fonctions qui ne seraient pas nobles et que c'est moins bon en termes de coût, mais en termes de robustesse. Et je pense qu'en coût complet sur la durée, vous y gagnez. Donc ça, c'est un thème qui monte parce que les bailleurs, malheureusement, ont fait la preuve qu'ils ne savaient pas gérer leur immeuble. Et c'est normal, c'est externalisé à des gens qui sont extrêmement mal payés. Donc, je ne vois pas comment, à moins d'être un saint, vous pouvez donner le meilleur de vous-même en étant payé au cul du camion pour quelqu'un qui ne vous considère pas. Cette question d'exploitation, je pense qu'elle est fondamentale. Et dire à un DAF, est-ce que tu veux un super négo ou est-ce que tu veux un immeuble qui sera dans la durée bien exploité? Il va vous dire, je veux les deux, bien sûr, en bon DAF. Mais au moins, effectivement, on est dans cette logique où on le fait un peu entrer dans notre complexité et on lui démontre qu'une prise à bail, c'est pas juste un excellent deal sur des mois de gratuité de loyer. Je me permets juste de, le Wired Score, en fait, c'est un label qui est très bien, mais qui dure 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, il faut repayer, en fait. Faut anticiper. Dernier thème sur la robustesse de l'immobilier, la gouvernance. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est la subsidiarité. En France, on aime bien centraliser. Je vous l'ai dit, je pense qu'en immobilier, ce qui frappe, c'est que ça passionne tout le monde. Donc, tout le monde a un avis, tout le monde se passionne pour l'immobilier. En général, ça peut être d'ailleurs parfois une manière pour eux de se changer les idées. J'ai travaillé pour Nicolas Taverneau de M6 quasiment deux soirs par semaine à 18h30. Il allait visiter des immeubles. Il adorait ça. Donc, pourquoi pas. Et donc, ça veut dire que vous êtes souvent confronté à des parties prenantes qui veulent une centralisation forte de la décision, alors qu'on sait tous qu'en immobilier, la réalité de l'immobilier de bureau à Aix-Marseille n'est pas la même que celle de UCA ou de la Défense. Donc, je pense que garder une forme de très forte connexion au terrain est importante. Vouloir déployer du flex à 0,5 dans des immeubles où le loyer est à 200 € et où le bailleur est une petite foncière locale qui fait très bien le boulot, je pense que c'est vraiment perdre son temps. Et je pense que, là encore, montrer à vos parties prenantes que la réalité, elle est diverse et que le terrain peut avoir d'excellentes idées, c'est important. Alors après, comment faire en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens? C'est le deuxième point. Je pense que créer des comités d'engagement est une bonne manière de contrôler ce jeu au sens, ce mouvement entre deux pièces qui vous permet d'être robuste. Le terrain peut avoir son mot à dire, si et seulement si, dans le cadre d'un comité d'engagement, je sais que son projet existe et je sais que son projet respecte un certain nombre de prérequis qui sont importants pour moi. Et ces comités d'engagement, ils vont suivre de très très près des sujets très importants, très gros, très chers, et par ailleurs se contenter, entre guillemets,
de suivre l'état d'avancement d'un certain nombre de projets moins stratégiques, plus lointains, dont on s'assure surtout qu'ils respectent les principes directeurs que vous avez dictés. Est-ce que vous avez réfléchi à des principes directeurs? Quels seraient ces principes directeurs si vous deviez mettre en place ce genre de gouvernance? Voilà aussi des questions, je pense, qui sont importantes. Quel est le bon KPI? Est-ce que c'est toujours notre franchise? Est-ce que c'est un coût total par poste? Est-ce que c'est un taux d'effort par rapport à votre taux journalier si vous vendez de l'ingénierie? Intéressant de vous poser la question des bons KPI et que ce comité d'engagement, il ne pilote pas tout, il ne centralise pas tout, et qu'il suive de très près certains sujets et qu'il laisse le terrain faire son boulot pour peu qu'un certain nombre de règles minimales soient respectées. Et le troisième item, je pense, c'est que nous menons, comme vous, je pense, beaucoup d'ateliers de co-construction. Ce qui me frappe, c'est que les équipes, en général, ont toutes les réponses. Donc, on paye de brillants consultants au premier chef Upside pour avoir des réponses. Mais finalement, les collaborateurs, les équipes, les IRP ont très souvent les réponses. Et je pense que prendre le temps de les interroger, et là encore dans l'anticipation, faire confiance aux IRP, c'est pas très à la mode en France, mais on s'aperçoit que quand on dialogue de manière transparente avec les IRP, on les fait entrer dans la complexité d'un projet immobilier. Il y a toujours des gens qui ont un agenda personnel, un peu pour vous emmerder, mais en général, quand vous les faites, vous prenez le temps de les faire entrer dans votre complexité. Vous arrivez à avoir des avis positifs sur vos projets. Donc, je pense, moi, ça m'a toujours frappé qu'écouter le terrain, prendre le temps d'écouter les collaborateurs. Vous avez très souvent un très grand nombre de réponses à vos questions, pour peu que ce soit fait évidemment de manière sincère et pas pour expliquer que le flex est magnifique, raison pour laquelle le COMEX ne va évidemment pas le mettre en œuvre pour lui. Voilà, donc sujet de gouvernance lié à la robustesse de l'immobilier, laisser du jeu et de l'espace au terrain, l'encadrer via des comités d'engagement plutôt qu'une direction immobilière qui s'épuise à être sur tous les sujets, et puis écouter vos équipes, vos IRP. Je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence dans les équipes, c'est pas de la flagornerie mal placée, mais très souvent, il y a des assistants dans un siège social où il faut la repérer, elle sait toute l'histoire de la boîte, et elle sait exactement comment ça fonctionne. Beaucoup plus que voyants consultants qui vont dérouler des process un peu étranges. Voilà, la partie un peu gouvernance que vous voulez. Moi, je suis pleinement d'accord, je le vois sur tous les projets. Ça peut pas être la direction immobilière qui, de sa tour d'ivoire, va piloter un projet à Nantes, à Strasbourg, ou sans tenir compte des équipes. J'ai eu le cas, effectivement, dans mon équipe, un projet qui était, on a eu une réunion avec les managers locaux, on était en confrontation, qui est mon responsable à la SED, va là-bas, va passer 3 jours avec eux, va visiter les sites potentiels. Effectivement, il est revenu, il avait une toute autre vision. Et pour passer ce qu'on fait maintenant systématiquement, il y a une implication des responsables locaux. Les IRP, c'est peut-être encore un peu moins, mais c'est un tort, même si effectivement après ça dépend des groupes. On a des IRP qui sont plus ou moins ouverts et sur d'autres postures qui sont pas forcément voilà, mais effectivement plus on les implique, plus on les écoute finalement, et surtout plus on les voit en face à face plutôt que en visio lointaine où là généralement d'ailleurs ils mettent pas la caméra et ça peut être confronté alors qu'en discutant avec un café à la main on récupère plein d'infos, ça permet d'expliquer aussi un certain nombre de choix. Et c'est effectivement cette mixité entre guillemets les sachants de la direction immobilière, les opérationnels sur place qui eux qui avancent leur quotidien avec leur espace de travail. Donc c'est eux qui ont la vision sur de quoi ils ont besoin, de quoi les équipes ont besoin, effectivement pour arriver à répondre le mieux possible. Mais c'est un défi, hein, parce qu'il faut accepter de se remettre en cause. Exemple concret à Rennes, moi j'ai eu un site à Rennes, on fait en global, moi j'ai un comité immobilier. J'avais des IRP et COMEX. On choisit donc le schéma directeur immobilier que je présente, c'est validé, très RSE. Et très RSE dans le local, on leur trouve un site avec du service, tout ce que vous voulez. Et ils me disent non, nous on veut celui qui est au rez-de-chaussée, là où on habite, là où on est déjà. Donc, je me dis bon tant pis pour l'envoyer SDI, tout ça. Donc je me remets en cause, je me dis mais pourquoi ils ont des super trucs? Et en fait, je me dis finalement je suis gagnant. Parce qu'en échangeant avec eux, j'ai une paix sociale. J'ai mon IRP, lui il est content aussi. Et puis moi, je me dis, mon bilan carbone du projet, il est proche du zéro absolu. Donc, tout le monde est content. Mais il faut accepter. Il faut accepter de dire, mon schéma directeur qui doit durer 3 ans, le mien, il dure 3 ans. Bon, on va l'ajuster. Mais par contre, après, il faut faire des feedbacks. Et c'est là où il faut vraiment dialoguer, il faut faire vraiment des feedbacks là-dessus. Mais moi, je pense que la gouvernance, c'est le 3e point premium de votre réflexion. Et là-dessus, entre les IRP, le COMEX, et puis
cette approche globale, mais cette action locale, hein, elle doit se faire, elle est automatique. C'est ça pourquoi il y a la sociale en immobilier. Et je pense que c'est intéressant de s'intéresser à nos biais. En France, on a une passion pour Leibniz, vous savez, ce philosophe mathématicien qui voulait mathématiser la réalité. Donc, on veut des campus. On veut que tout le monde soit sur un même site. Je n'ai jamais compris pourquoi on voulait absolument que tout le monde soit sur un même site. Et en général, les projets de campus, une fois qu'au bout de 5 ans, vous êtes étudié à le mettre en œuvre, de toute façon, ça marche plus parce qu'on a cru et on a recréé des implants, on a acheté une boîte qui ne veut surtout pas venir dans votre campus et évidemment, le PDG qui devait vous soutenir ne le fait pas parce qu'il a peur de perdre des gens. Donc voilà, mais pourquoi ce campus et encore une fois, dans le questionnement, ça va se dire, mais pourquoi à toute force on veut à Rennes avoir un site au lieu de 4? Peut-être que déjà avec 2, ou même avec 3, on fait la vague parce que tout le monde est content, notre bilan est bon, et financièrement on est. Donc je pense que tous ces biens gagnent à être interrogés. Et je trouve, moi, que les brokers et un certain nombre de conseils, il y a beaucoup de panurgisme, beaucoup de suivisme. Alors il faut, voilà, c'est la mode des campus urbains. Alors il n'y a pas si longtemps, il fallait être dans le QCA si on avait raté sa vie. Maintenant qu'il y a 50% de discount à la défense, il faut être à la défense. Bon, et on voit bien qu'en fait, il y a des espèces de modes totalement débiles. Je pense qu'Egis, il s'est créé dans le Ouest et Egis, de toute façon, ça n'ira jamais dans le 10e. Et je pense que c'est une profonde méconnaissance de la réalité opérationnelle des entreprises que d'oublier que les entreprises ont un. Non, mais les entreprises ont un historique. Et, non, mais il y a le. Ouais, Thales est à Vélizy. Là-dessus, je pense. On n'ira jamais à Vélizy Grand. On touche un autre point, c'est que généralement, avec l'histoire, quand un groupe d'entreprises est sur une localisation, quasiment à chaque fois, si vous faites le calcul de centre de gravité et de résidence des collaborateurs, c'est globalement le site lui-même. Parce qu'effectivement, avec le recrutement, au fur et à mesure des recrutements, on recruter des gens qui sont en proximité. Et voilà. Donc, dans ces cas, dès qu'on veut bouger un site, quand on fait l'étude de temps de transport, forcément, dès qu'on bouge, on augmente les temps de transport. Parce qu'effectivement, on s'éloigne de ce centre de gravité. Moi, ce qui est marrant quand même, c'est qu'il y a 2 grosses boîtes de conseil, je peux les citer, on les connaît tous. Il y en a un qui a un projet en QCA, en 15 000 m² en QCA près d'Ansari, et l'autre, c'est carrément à la défense. Donc, quand vous êtes candidat dans des boîtes comme ça, moi, je me dirais, l'immobilier étant aussi une vitrine, je me dirais, il y en a un qui va à la défense pour des raisons économiques. OK, on va donc la priorité. Puis l'autre, il va au QCA pour des raisons aussi un peu économiques, bien négocier, hein. Voilà. Mais il y a comme du service derrière. Et donc, quelle va être ma qualité en tant qu'employé en fonction de là où je vais. Et c'est là où pour un même job, une même activité, vous avez 2 visions différentes. Bah, après, il faut l'exprimer. Après, vous choisissez l'un ou l'autre, hein. Mais l'immobilier reste quand même la vitrine et permet à l'emploi candidat de choisir. Et c'est marrant. C'est marrant de voir, ça démontre aussi l'expérience qu'il y a derrière, la vision, le pourquoi je veux là-dessus. Julien, on a tous compris de qui tu parlais, du coup, grâce au projet immobilier. Mais dis-moi sur les KPI, par exemple, ce que tu citais, il y en a un qui est important pour moi, c'est la satisfaction des collaborateurs aussi. Et j'aime bien faire un avant et un après. Et ça, c'est super important aussi parce qu'aujourd'hui, un collaborateur content, alors c'est peut-être moins mesurable, on le pense, mais c'est de l'engagement. Et c'est ensuite de la performance. Et ça, c'est pas la performance immobilière, mais c'est la performance de l'entreprise. Un collaborateur qui est impliqué dans un projet comme ça, où il sait, en tout cas, si c'est pas lui directement qui a un comité, qu'on a écouté son manager, qu'on a demandé son avis, qu'on a fait l'étude de trajet, et bien, il a cette sensation qu'on s'occupe de lui, qu'on se soucie de lui. Et ça, forcément, moi, je pense que c'est indiscutable que la personne va se sentir forcément plus engagée, va plus se donner un peu familièrement, mais c'est la réalité. Et ça crée la performance. Aujourd'hui, le vrai problème des entreprises, souvent, c'est ça. Il n'y a pas de performance. C'est pas à cause de plein de raisons abstraites. C'est pas toujours à cause du produit. On entend beaucoup ça dans les boîtes de la tech. Non, c'est parfois le manque d'engagement pour ce salarié qui se sent pas forcément écouté, pas forcément impliqué, pour plein de raisons. Pas que sur les noms, mais pour plein d'autres raisons. On n'a pas laissé tellement de place aux questions. Mais il y en a peut-être, pas que ce soit ici, peut-être à distance, je sais pas si quelques personnes. On a un peu débordé parce qu'on est un peu bavard. Je demandais, même question plus pour, déjà merci, c'était hyper intéressant, et pour Guillaume, plus, grâce à sa position de conseil, mais on en parlait avec Alexia et Bruno, justement en matière de gouvernance, est-ce que vous voyez des projets qui fonctionnent mieux de par leur rattachement à telle ou telle direction? On parle de la DET ou de direction immobilier. Et voilà, est-ce qu'il y a des projets qui fonctionnent mieux de la fin en termes de gouvernance dès lors qu'ils sont rattachés à tel organigramme dans la société?
Non, parce que j'ai vu des projets très bien fonctionner avec des rattachements très divers. Je pense qu'en revanche, ça marche bien quand ça va de soi, mais quand l'immobilier est très crédible, au sens où l'immobilier est bien dans cette logique, donnez-moi le brief et un brief complet et complexe et je me charge de l'exécution, et où toutes les dimensions sont prises en compte. Voilà, et où l'immobilier est capable de faire cette synthèse un peu stratégique. Je suis frappé de voir chez des clients des directions immobilières qui sont dans des logiques très expertes, très techniques, et on voit bien quand elles présentent leur dossier à leurs partenaires, un peu d'énervement parce que le DAF ne prend pas les chiffres, on part dans des considérations, la SUB, la SUB, même le flex. Enfin, le flex, c'est quand même un concept que personne n'y. Enfin, c'est comme le DAU, tout le monde en parle, personne ne l'a vu. On peut y mettre des choses. Moi, j'ai travaillé pour une banque qui m'expliquait qu'il y avait du flex, il y avait plus de postes que de gars. C'est vrai que conceptuellement, c'était du flex. C'était du surplex ou je sais pas comment c'est ça. Il est souplex, il est suplex. Et puis 102, 2.0. Mais je pense que c'est surtout la capacité à restituer des synthèses stratégiques qui rendent compte de la complexité d'un projet et que les RH, effectivement, sur des enjeux de projection, même si c'est très compliqué à s'y retrouver, que le DAF montre qu'au-delà de la négo immédiate sur l'exploitation, ce sera sous compose, que les patrons d'entités, il y a quand même un peu de flexibilité et que leurs contraintes sont prises en compte. Et ça, là aussi, en termes d'anticipation, rendre ça de manière simple dans un copie, c'est très complexe, ça prend du temps. Et je pense que les projets réussis, c'est des projets où une direction immobilière a réussi à montrer qu'elle était crédible. Après, le rattachement, non, je ne crois pas. Mais c'est vraiment la manière dont la direction de l'immobilier elle-même choisit de se positionner. Voilà. Est-ce qu'elle est vraiment dans une exécution ou est-ce que finalement, elle est là en gestion de ses parties prenantes et puis elle s'assure après que l'exécution suit. Ouais, je suis complètement en accord. On en a un peu parlé. Alors, moi, j'ai été effectivement sous différentes directions. J'ai également, dépendait du DRH du groupe, le directeur de la transfo, le directeur du service support. Je pense, et pour reprendre ce que tu dis, Guillaume, en fait, il y a deux choses. Il y a l'un, c'est la personne du COMEX auquel on reporte, et c'est quelle est sa crédibilité au sein du COMEX. Et est-ce que c'est quelqu'un qui va porter le sujet ou pas? Après, en tout cas, moi, en tant que directeur immobilier, c'est comme ça que je vois mon rôle. C'est à moi vis-à-vis de cette personne, de crédibiliser effectivement l'immobilier en essayant de sortir, et souvent, parce qu'on était en accord l'un et l'autre, c'est de ne pas rester dans le carcan immobilier. Et c'est pour moi, aller à un niveau en dessous, au-delà du rattachement, c'est surtout qu'il y a un sorte de trio hyper important, immobilier, RH, IT aussi, parce que c'est souvent un gros frein, et on ne déroule pas l'immobilier si on n'est pas en phase avec l'IT. Et c'est plus sérieux parce que effectivement l'immobilier c'est des modes de travail. Donc il faut effectivement qu'on comprenne et qu'on incarne ça. Moi, je vois au sein du groupe pour la partie France, moi, je fais partie du Codir France dans lequel il y a le CEO de la région, il y a le DAF, le DRH de la région et on a trois, chez nous les RBLD qui sont les directeurs de chacune des trois lignes de métier. Et en fait on se retrouve plus, il y a la com aussi qui peut être importante. Et voilà, et donc on se voit souvent et l'idée c'est qu'on transforme et d'ailleurs je fais partie de la direction de la transformation et je m'appuie énormément sur cette appellation parce qu'on est en train de transformer les modes de travail je me place pas forcément leader mais en tout cas soit plus souvent attirer les RH sur cette évolution à reprendre ou bien de sortir dans la petite vidéo en interne sur qu'est-ce que l'environnement dynamique. Je pense que c'est d'expliquer flex le bas pour qu'on passe à flex, les environnements dynamiques. Mais en gros, c'est surtout essayer de faire comprendre aux managers, mais à tout le monde, de dire, mais en fait, dans un immeuble, je vais me positionner à un poste de travail ou dans une bulle ou dans un espace créatif en fonction de l'usage, en fonction du moment. Et ça, c'est quelque chose de beau. Donc, c'est au travers de ça, on est en train de mettre une formation aussi pour les managers pour essayer de matérialiser, leur expliquer au-delà des simples mots sur une slide, c'est concrètement donner des exemples concrets de comment travailler avec leurs équipes et en fait utiliser au mieux les espaces de travail. En fait, in fine, c'est pour ça que moi j'aime bien parler d'environnement dynamique performant, en fait, donc de transformer vers des espaces performants. Alors ça reprend performance robustesse, mais au travers de la performance, finalement, dans le choix robustesse, parce que on utilise mieux une manière plus flexible et donc on est moins bloqué dans le périmètre de mon bureau. Et aujourd'hui,
groupe dans lequel je suis arrivé, c'est en fait on n'avait aucune flexibilité parce que dans l'usage c'était un poste de travail par personne. Donc, dès qu'un manager récupère un stagiaire qui a du poste de travail, ben, il retournait vers moi en disant je sais pas faire. Il faut que vous repreniez les bureaux. Non, non, je crois pas. Regardez, nos bureaux ils sont jamais pris. On va peut-être. Et le bon sponsor, c'est celui qui est courageux. Ouais, c'est clair. Pas toujours facile à trouver. Il y a des projets que j'ai vus qui se sont bien passés, c'est aussi parce que c'est du COMEX ou tout simplement dans les parties prenantes, il y avait un gars qui, je sais si dans un projet immobilier, il y a des vents contraires, des tas de raisons de ne pas faire, de rabattre sur l'ambition. Je pense que le sponsor un peu courageux, là, il arrive à, tenant compte de la complexité des choses, faire en sorte quand même que l'ambition initiale soit préservée, que le truc ne cloche pas complètement et devienne, alors qu'on voulait un étalon à l'origine, on se finit avec un chameau. Ce que je propose avec Muller, on a quand même aussi un peu de café et de viennoiserie. En tout cas, merci d'être venu. C'est bien fait de venir, c'est quand même plus sympa de se voir là. Et pour ce qui est du club immobilier, le prochain rendez-vous, alors c'est pas tout de suite, hein, sera le 14 octobre. Néanmoins, voilà, on va réfléchir à voir comment on peut échanger plus régulièrement, soit au travers d'un groupe LinkedIn privé sur lequel on pourrait échanger. Et puis n'hésitez pas donc, à revenir vers nous si vous avez des idées pour les prochains événements, prochains thèmes. Ça peut faire comme là. Encore merci, Merci Guillaume d'une part de ta venue. Merci à Mitwit, la vente postale de nous accueillir ici. Enfin, merci pour le lieu. Très bien. Merci à vous.